La perversité crée de la perversité et c'est un petit peu tout le problème que nous avons aujourd'hui, je crois. La dernière chose qui me frappe énormément, c'est cette fameuse soi-disant loi d'aide à mourir. Alors déjà, ce qui est déjà pervers, c'est l'emploi du vocabulaire, puisque quand vous dites à quelqu'un que vous allez l'aider à mourir, je pense que tous les Français sont intéressés de... Il ne gouverne pas seulement par des lois, il gouverne par les mots, par la peur, par la culpabilité, par la confusion. Ce que vous allez entendre n'est pas une théorie du complot, c'est une lecture clinique du pouvoir. Psychologue, clinicienne et diplômée en sciences politiques, Marion S. Michel met des mots sur ce que beaucoup ressentent, sans jamais réussir à l'expliquer. Une gouvernance qui ne protège plus, un langage qui ne dit plus la vérité, un pouvoir qui fonctionne comme une perversion narcissique à grande échelle. Le livre Gouvernance perverse, ça parle de narcissisme, ça parle de corruption, ça parle finalement de perte de qui nous sommes presque et de comment le pouvoir se diffuse, comment les valeurs du pouvoir se diffusent sur le reste de la société. Quand Marion S. Michel parle de gouvernance perverse, elle ne parle pas d'erreur, elle ne parle pas d'incompétence, elle parle d'un système structuré, où la souffrance n'est plus un dommage collatéral, mais un outil de gestion. Une gouvernance perverse, c'est un pouvoir qui crée des problèmes qu'il prétend ensuite résoudre, affaiblit les individus pour mieux les contrôler, nie les conséquences de ses décisions tout en tirant profit. Le citoyen devient responsable de ce qu'il subit. L'État se dédouane de tout. C'est une inversion totale des rôles. Le dominant se présente comme victime. Le dominé est au sommet de se taire ou de s'adapter. Dans une gouvernance perverse, le langage n'informe plus. Il désoriente, les mots sont vidés de leur sens. Réforme signifie régression, responsabilité signifie sacrifice imposé, protection signifie contrôle, solidarité signifie obéissance. Marion S. Michel insiste sur un point clé. Le langage politique devient un outil de manipulation psychique. On ne débat plus, on récite, on ne convainc plus. On culpabilise. Et surtout, on empêche toute contestation en la disqualifiant moralement. Si tu critiques, tu es égoïste. Si tu doutes, tu es dangereux. Si tu refuses, tu es irresponsable. C'est ce qu'elle appelle une violence symbolique permanente. C'est ici que l'analyse devient clinique. Dans la perversion narcissique, le bourreau ne se voit jamais comme tel. Il se pense toujours légitime. Appliqué au pouvoir politique, cela donne un pouvoir qui ne se remet jamais en question, un pouvoir qui accuse les citoyens de ses propres échecs, un pouvoir qui exige loyauté et soumission, jamais dialogue. Toute critique devient une attaque personnelle contre la République, la démocratie, les valeurs. Le pouvoir ne gouverne plus pour le peuple. Il se met en scène, il exige l'adhésion émotionnelle, pas la compréhension. Et quand la réalité résiste, il accuse la population d'être immature, radicalisée ou ingrate. Le livre Gouvernance perverse, ça parle de narcissisme, ça parle de corruption, ça parle finalement de perte de qui nous sommes presque et de comment le pouvoir se diffuse, comment les valeurs du pouvoir se diffusent sur le reste de la société. Oui, alors ça parle surtout, avant tout, de la perversion qui s'est malheureusement beaucoup développée dans notre société et qui maintenant est vraiment, de mon point de vue, le mode de fonctionnement de notre gouvernance au niveau politique, mais qu'on a déjà vu s'infuser, si j'ose dire, dans la société depuis facilement 30 ou 40 années, et notamment dans les relations personnelles, dans les relations professionnelles, au niveau des entreprises, des institutions. Moi qui ai l'âge d'avoir un peu ce genre de recul, j'ai vu quand même très progressivement des actions perverses, la mentalité perverse se mettre en place, et avec ce que j'appelle malheureusement la contagion perverse, c'est-à-dire une certaine tendance à se répandre et à prendre toute la place. De même que d'ailleurs, à une autre époque, à d'autres époques, la vertu pouvait créer de la vertu. Et malheureusement, le contraire, ça marche aussi. La perversité crée de la perversité et c'est un petit peu tout le problème que nous avons aujourd'hui, je crois. Qu'est-ce que vous avez vu, par exemple, comme exemple de... Les grands principes de la perversion, c'est en général d'avoir des objectifs qui ne sont pas déclarés et qui sont des objectifs qui ne sont pas bons pour les personnes pour lesquelles vous les avez, qui ne sont pas officiels, qui ont tendance à faire du mal et qui, d'ailleurs, il y a une jouissance dans la perversion
perversion, il y a un plaisir à faire du mal, il y a une jouissance à faire du mal, mais surtout il y a la personne perverse ou le système pervers. Moi je préfère aujourd'hui parler du fait que nous sommes dans un système pervers, va avoir tendance effectivement à déclarer que nous allons dans un certain objectif et finalement à viser l'objectif contraire. On a des exemples extrêmement récents sur lesquels on va peut-être revenir pendant notre entretien. La dernière chose qui me frappe énormément, c'est cette fameuse soi-disant loi d'aide à mourir. Alors déjà, ce qui est déjà pervers, c'est l'emploi du vocabulaire, puisque quand vous dites à quelqu'un que vous allez l'aider à mourir, je pense que tous les Français sont intéressés de se dire que quand ils arriveront à cette échéance de leur vie, on pourra peut-être les aider à abréger des souffrances, à trouver des solutions. Et ça, ils seront accompagnés. Et là, je pense que et vous et moi aussi, on serait tout à fait d'accord avec cette logique-là. Or, quand vous regardez de près ce que le texte prévoit, ça n'est pas du tout ce qu'il prévoit. Ce qu'il prévoit, ça n'est pas une aide à mourir en fin de vie pour des gens qui n'ont pas d'autre solution et qui sont dans de grandes souffrances. Ce qu'il prévoit, c'est une facilité à mourir pour des gens qui sont certes atteints d'une maladie ou d'un handicap quelconque, mais qui ont peut-être plusieurs années de vie devant eux. Donc vous voyez, première perversion, on emploie des mots, le rôle du vocabulaire et des mots employés, c'est extrêmement important dans la perversion. On emploie des mots qui vous donnent tout de suite une impression plutôt favorable, et quand vous regardez la réalité des choses, ce qui en plus est extrêmement complexe, le texte est complexe, le problème est complexe bien sûr, mais les soignants qui en parlent d'eux-mêmes disent qu'il y a une grande complexité, et quand vous regardez le détail de tout ça, ça n'est pas du tout ce qui est important, ça n'est pas du tout ce qui fait sens. Ce qui fait sens, c'est qu'on propose à des gens de mourir de plus en plus facilement et sans donner, de mon point de vue, mais surtout du point de vue des soignants qui en parlent et qui, à mon avis, ce sont les personnes qu'on devrait écouter sur un tel sujet. Ils sont tous vent debout contre cette loi et on ne les entend pas, alors que ce sont eux les professionnels, ce sont eux qui sont au contact de ça tous les jours. Il y a même certains pays, je crois qu'en France, on n'en est pas encore à ce niveau-là, mais où effectivement on va inciter même certains qui vivent des dépressions graves à pouvoir être aidés dans la mort. Oui, c'est horrible, parce que c'est notre impuissance, c'est-à-dire que l'État est impuissant pour nous protéger psychologiquement, et donc du coup, aller vers l'euthanasie. Bien sûr. Et des sujets comme ça, en fait, là, vous êtes allé sur ce sujet-là, mais en fait, on peut aller sur tout type de domaine de société. Plein de sujets actuellement où on présente systématiquement les choses d'une manière avantageuse et qu'on poursuit en fait, en réalité, de tout autre but. Et en plus, les choses ne seront pas du tout avantageuses. Alors, on a tout un dossier énorme là-dessus avec ce qu'on appelle aujourd'hui, ce qu'on peut nommer l'escrologie. Alors justement, c'est un sujet intéressant parce qu'avant l'escrologie, c'est-à-dire ça veut dire l'escroquerie écologique. Ouais. Et pour vous dire, l'escroquerie écologique. Donc, quelqu'un comme Aldo Stéron, que j'apprécie, a fait un très bon bouquin là-dessus. Il appelle ça l'escrologie et il donne pas tous, mais un grand nombre de sujets sur lesquels on nous présente les choses comme étant une nécessité écologique et en fait, quelquefois, la réalité est tout à fait contraire à ce qu'on nous présente. C'est fascinant cette discussion parce que est-ce que des êtres humains qui ont été autant formatés, autant manipulés depuis leur enfance, qu'est-ce qui se passerait si demain on leur disait du jour au lendemain, on vous met une société libre, vous êtes vraiment en rapport avec votre liberté, vous n'êtes plus obligé de penser comme on vous est obligé à penser dans le passé, vous pouvez juste recréer parce qu'aujourd'hui on va être obligé de retrouver au moins, on en parlait tout à l'heure hors micro, la société actuelle ne respecte pas les rythmes profonds de l'être humain. On doit se lever à telle heure, travailler de telle heure à telle heure, faire tel truc, comme ça, toujours lundi au vendredi. Les gens deviennent fous, tous. Oui. Comment est-ce que vous voyez, ça on n'avait pas prévu de parler, mais comment est-ce que vous voyez demain si on avait quelqu'un qui vient, qui fait table rase, allez, hop là, plus de Macron, plus d'oligarchie, on remet une société, on va faire une société du mieux possible. Comment les gens réagiraient face à la liberté ? Alors, je pense que la liberté, comme beaucoup d'autres choses, ça s'enseigne. C'est un processus. Si on dit à un petit enfant de 3-4 ans, t'es totalement libre, malheureusement des parents font ça, tu manges ce que tu veux, tu t'habilles comme tu veux, tu vas à l'école quand tu veux, ça va évidemment être un désastre. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en général, on fait les choses pour lui et on lui explique pourquoi on les fait comme ça. Et plus on avance, et plus on lui donne la responsabilité de faire par lui-même.
Donc, et on lui montre qu'on le fait nous. Alors, il y a la valeur d'exemple qui peut être utile, bien sûr, en tout cas pour les parents, mais dans une démocratie qui pourrait exister un jour en France, puisqu'elle n'existe plus aujourd'hui, la notion de liberté va se reconquérir, à mon avis, par celle de responsabilité. C'est-à-dire que, et ça risque déjà de faire drôle effectivement pour un certain nombre de gens, il s'agirait d'être responsable de ses actes, que ce soit peut-être par exemple avec des modalités de démocratie plus directes, par exemple, moins représentatives, mais plus concrètes, où les gens participent concrètement, plus locales aussi, parce que ça n'est qu'au niveau local qu'on peut vraiment changer les choses. Donc la liberté, si on doit la retrouver, ce que j'espère de tout mon cœur, va passer par la prise de responsabilité de plus en plus importante qu'on pourra donner aux citoyens, leur rendre leur responsabilité. Ça va quand même passer par un processus pédagogique, parce qu'au départ, il y a des personnes certainement qui refuseront, qui trouveront plus confortable d'être représentées même par des gens malveillants que de devoir prendre la responsabilité d'eux. Mais il y aura toujours des gens qui préféreront la liberté. La liberté a un coût. Et la responsabilité. Et la responsabilité. Même la responsabilité, ça s'apprend. Oui, bien sûr. La liberté s'apprend par la responsabilité. La responsabilité s'apprend aussi, bien entendu. Vous avez tout à fait raison. Ça s'apprend. On ne prend pas des responsabilités comme ça du jour au lendemain sans avoir été équipé pour ça. Donc la liberté, on dit aussi souvent qu'elle a un coût, bien entendu. Elle suppose de savoir prendre des risques. Elle suppose donc d'accepter le coût du risque. Le coût et le goût également. On peut avoir le goût du risque, mais on peut avoir le coût du risque. Il y a un risque à vivre. C'est ce que beaucoup de nos... C'est aussi une chose aussi très perverse que pendant le Covid, ils ont essayé de nous faire croire. C'est-à-dire que ce qui était important, c'est qu'il n'y ait soi-disant pas de risque et qu'on fasse toutes ces choses extrêmement déplaisantes et lourdes à vivre pour éviter le risque de mourir. Mais la question qui se pose, c'est faut-il éviter à tout prix le risque de mourir ou faut-il essayer de vivre libre ? Ce sont deux choses qui n'ont rien à voir. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue en prison ? Que ce soit une prison mentale ou une prison réelle. Voilà. Qui a besoin de vivre libre ? Qui ne peut pas vivre sans liberté ? C'est toute la question. Hein. Est-ce qu'on est capable d'accepter ce risque-là ? C'est passionnant. J'aime beaucoup l'idée d'apprendre la liberté. Parce qu'on pourrait même faire des petits ateliers comment on vivrait si on était libre. Il faut aussi faire lire à nos enfants. Il faut relire Peggy. Il faut relire nos philosophes. Alors une des choses que je cite dans le livre, effectivement, sur la souveraineté personnelle, quand on voit toutes les choses dévoyées qu'on nous présente, comment est-ce qu'on retrouve notre axe ? Comment est-ce qu'on se retrouve pas abruti et confusionné, puisque c'est le but, par toutes ces dérives perverses qu'ils nous mettent dans tous les domaines ? C'est en relisant les anciens. Vous voyez, si vous lisez Montaigne, si vous lisez, alors peut-être pour certains c'est plus difficile, les Grecs qui ont fait des choses magnifiques, mais simplement Montaigne est tout à fait accessible. Il faut relire les philosophes. On a même aujourd'hui des philosophes contemporains qui disent des choses très intéressantes. Vous lisez Alexis Haupt, là c'est deux bouquins sur le complosophisme. C'est pas très compliqué à lire, c'est relativement bref et ça vous met les idées en place sur ce qui s'est passé pendant 5 ans. Donc il faut revenir à la philosophie, à la psychologie et aux valeurs anciennes telles qu'elles ont été transmises depuis des siècles, parce que cela n'était pas pervers. Cela nous parle des racines profondes, humanistes et concrètes de notre humanité. On arrive déjà vers la fin de l'entretien. Ça fait plus d'une heure qu'on parle et c'est vraiment passionnant comme débat. Finalement, ça passe vite. Je craignais que ce soit long. J'espère que pour nos spectateurs et auditeurs, ce sera pas trop long. Je pense que c'est très fluide. Ok, j'espère. Il y avait 2 points que je voulais absolument aborder, qui sont tirés du livre. J'aurais dû en parler un petit peu plus tôt, mais c'est pas grave. Vous avez cette phrase qui dit « Le narcissisme ou le narcissique ne prête pas à l'autre la même humanité ». Et ça, vous le reliez dans un paragraphe qui parle de comment est-ce que la perversion narcissique, le pervers est celui qui est dans l'absence d'émotion et de compassion pour la souffrance de l'autre et qui suit le paragraphe où vous parliez, ou le chapitre où vous parliez de comment le pouvoir part du politique se diffuse dans les institutions et les entreprises. On en parlait tout à l'heure. Finalement, est-ce que le pouvoir essaye de faire de nous aussi des narcissiques ? On en a parlé avec le capitalisme. Le capitalisme, vous m'avez dit, je crois, on en a parlé hors micro. Le système économique tel qu'il est là, on n'est pas là pour faire le monde économique. Mais on est là pour analyser le monde économique aujourd'hui. On parle de cette cassure du rythme profond. C'est le terreau parfait
pour poser les bases de jouer sur stimuler les biais de l'être humain, l'égoïsme, la volonté de se mettre en avant, d'être aimé, de faire de l'argent, plus d'argent que le voisin, etc. Voilà, le narcissique ne prête pas à l'autre la même humanité. Est-ce qu'on a perdu notre humanité ? Oh, Dieu soit loué, non, je pense pas. Je pense pas qu'on ait perdu notre humanité, mais je pense que le système que nous avons en partie décrit aujourd'hui tente à nous la faire perdre. Le but, c'est ça. Et on résiste ? Et une forme de résilience. Je pense qu'ils n'y arriveront jamais. Moi, je suis très optimiste. Je suis un peu croyante aussi, donc je peux pas penser une chose pareille. Et la division, je suis très jungienne sur le plan psychologique. C'est-à-dire que pour Jung, nous avons en nous ce qu'il appelle le soi, une profondeur humaine et un lien, une connexion avec l'intelligence universelle qui n'est pas totalement débranchable. Normalement, qu'on ne peut pas. Alors peut-être avec une puce, on arrivera, sinon à la débrancher, du moins à faire passer d'autres informations par-dessus. Mais dans notre humanité, il y a une créativité, une reliance. Toute personne spirituelle, justement, sait ça, c'est-à-dire que nous sommes reliés à plus grand que nous et que nous sommes inspirés par plus grand que nous. Et donc, vous savez, c'est un peu comme la nature qui se renouvelle sans arrêt. Si vous bétonnez une pelouse, ça, j'ai fait ça chez moi, donc je sais très bien de quoi je parle. J'espérais avoir un endroit où l'herbe ne repousse pas, et 5 ans plus tard, j'ai des petites pointes d'herbe qui sont en train de passer par des petites failles, mais à peine perceptibles. Et ça, c'est la puissance de la nature. Donc, je pense qu'il y a en tout homme, même déconstruit, comme dirait Sandrine Rousseau, on n'en a pas parlé ça de la masculinité déconstruite, mais ça fait aussi partie bien sûr de l'objectif pervers. Il y a cette nature que nous avons d'avoir besoin d'être libre, d'avoir besoin de créer, d'être relié à plus fort que nous. Ça ne se détruit pas comme ça. Alors, il faudra vraiment qu'ils nous mettent beaucoup de puces dans la tête, et j'espère que quand on en sera à mettre des puces dans la tête des gens, là encore, un certain nombre de gens réagiront. Je ne pense pas qu'ils y arriveront, mais c'est vrai qu'ils essaient de créer, elle est en partie créée, mais par exemple, je vais citer un exemple concret, j'ai reçu en début de semaine un jeune homme qui craignait d'être devenu geek, parce qu'effectivement il passe 10-15 heures par jour sur les jeux vidéo. Voilà typiquement le genre de fonctionnement qu'ils essaient de faire vivre aux jeunes, cet enfermement dans un monde virtuel, etc. Et donc je le recevais en me disant, bah voilà, je vais peut-être avoir à traiter vraiment quelque chose de l'ordre de l'addiction et tout ça. Et j'ai été hyper heureuse de constater que certes, il passe 10-15 heures par jour. Bon, il va y avoir un petit problème qu'on va essayer de régler là, bien sûr. Par jour ? Par jour. Il passe pratiquement toutes ses journées. Oui. Il passe pratiquement toutes ses journées dessus. Mais quand je l'ai entendu parler, dans la rencontre déjà avec quelqu'un qui connaissait pas du tout, on a parlé d'un tas de choses. Il était d'une vivacité, d'une vie, Je me suis dit, mais en fait, ok, il y a ça il va certainement falloir qu'on s'en occupe un peu. Il y a un mode de vie à revoir. Il y a un mode de vie à revoir, mais il y a une vie, il y a une vitalité, il y a un goût des autres. Il a voyagé, il a fait des choses. J'ai dit, tout va bien, on va y arriver. Vous voyez ? Et effectivement, au départ, on pouvait voir que le béton, et il y avait déjà toutes les petites pousses qui étaient là. Hein. Donc, je suis assez optimiste pour ça. Bien sûr, ils veulent créer... Alors, la contagion perverse, c'est quelque chose qu'il faut aussi comprendre et repérer. Et comme je le dis dans le livre, quand on est dans une situation de perversion, en général, il faut fuir, il faut l'éviter. Hein. C'est inutile de lutter. Mais il faut l'éviter, il faut rejoindre d'autres gens qui ne sont pas pervers et continuer à travailler pour les objectifs qui sont les nôtres. Et comme ça, on y arrivera. C'est passionnant. Et souvent, les jeux vidéo... Bon, là je parle d'exemple personnel, mais en fait, quand tu ne trouves pas à l'extérieur ce que tu veux, ça peut t'apporter une simulation virtuelle de liens humains. Ah oui. Donc en fait, ça part pas d'une volonté de je vais m'isoler dans ma grotte et jouer. Ça part de je vais essayer de trouver quelque chose qui me fasse rêver dans une société où c'est pas si simple de trouver ce lien humain-là, même dans les associations, tout ce qu'il y a de plus subventionné dans lesquelles j'ai pu aller, tu as parfois un côté complètement mortifère qui est plus de l'ordre de l'aventure, qui essaie toujours de réparer quelque chose, et qui, encore une fois, moi j'ai mis 10-15 ans pour comprendre à quel point les subventions de l'État sur les associations permettaient aussi de diriger les associations dans un certain sens. Mais oui, bien entendu, tout à fait.
Autrement dit, voilà, nous finissons sur une note plutôt positive, mais il y avait encore une question. Oui, non, je savais pas si vous vouliez rajouter, parce que c'est passionnant. Ce que Marion S. Michel met en lumière, ce n'est pas une simple dérive politique, mais une pathologie du pouvoir. Une gouvernance qui ne cherche plus le bien commun, mais la maîtrise psychologique des populations. Un pouvoir qui ne veut plus convaincre, mais obtenir l'adhésion par la peur, la culpabilité et la confusion. Dans ce système, le citoyen est placé en position d'enfant fautif. Jamais assez responsable, jamais assez reconnaissant, jamais assez docile. Le danger n'est pas la brutalité visible, mais la normalisation de l'inacceptable. À force de mots, vidés de leur sens et de responsabilités inversées, le citoyen finit par douter de sa propre lucidité. Et pourtant, comprendre ces mécanismes, les nommer, les analyser, c'est déjà résister. Parce qu'un pouvoir qui redoute la critique sait qu'il ment. Parce qu'un pouvoir qui exige la soumission morale a déjà perdu sa légitimité. La lucidité n'est pas un luxe, c'est une nécessité politique.